Bonsoir à tous, vous êtes en live sur Fight Nation. Nous sommes ici en direct à Orange, dans le Vaucluse, près d'Avignon, pour une belle soirée de MMA montée par la FFA Challenge numéro 5, montée par Mathieu Nicourt et Yann Lamotte. Un combat dont le main event, c'est une soirée dont le main event devait être le combat de Tom Wallace, qui est à mes côtés pour commenter. Tom, malheureusement, vous avez été victime, parce que c'est vraiment être victime d'un forfait de dernière minute. C'est ça, donc c'est un forfait qui m'a été annoncé la semaine dernière. Donc voilà, je suis bien triste, bien déçu, mais on est là pour commenter, on espère qu'on va avoir du bon spectacle, c'est bien parti avec les amateurs. Et donc j'invite tout le monde à suivre cette soirée. Alors on s'est bien chauffé avec les 4 premiers combats amateurs, c'était de l'amateur de très bon niveau, avec des soumissions pratiquement à tous les combats. On espère que ce sera sur ce même niveau avec du chaos, des soumissions. En tout cas il y a 4 combats professionnels qui vont se dérouler là tout de suite. Sébastien Love, le speaker qu'on ne présente plus, le maître de cérémonie, va prendre la main avec le premier combat de ces 4 combats pro qu'on vous propose ce soir en MMA, avec un mini-event poids lourd très intéressant entre Maxime Fondop et Anthony Sarret. On s'installe, la cabine est ici, voilà, place à Sébastien Love et le direct pour les combats professionnels. Le premier combattant entré dans l'ère de combat s'appelle Geoffroy Puigvert. Il est originaire de Perpignan, mais il a émigré ici à Avignon pour s'entraîner à la Bushido Academy avec les frères Chiavo. Il a 35 ans, il mesure 1m72 et il compte à son palmarès 5 combats professionnels de MMA, une victoire, 4 défaites. Un garçon qui est bien meilleur que son palmarès ne l'indique. D'accord, on va découvrir. En tout cas, je pense qu'avec son palmarès d'une victoire, 4 défaites, il va avoir à cœur de faire une belle prestation ce soir et montrer à tout le monde qu'il a travaillé depuis son dernier combat. En tout cas, c'est une bête de préparation physique. Vous allez voir comment il est taillé. Il est vraiment complètement dédié à son sport. Il est coach sportif, donc c'est aussi son métier, la forme. Comme vous, un petit peu, Tom. C'est ça, oui, voilà. C'est vrai que c'est un peu le moyen de concilier la pratique sportive de haut niveau et de pouvoir avoir un travail à côté qui permet de le faire. Donc coach sportif, c'est un peu la solution. Et j'ai vu qu'en effet, il avait un physique assez impressionnant. Ça vaut pas le vôtre évidemment, mais il s'en rapproche. Allez, il tarde un peu à rentrer dans l'ère de combat. Geoffroy Puigvert, qui va avoir le soutien évidemment du public. C'est ça, parce qu'il est ici chez lui. Alors comme on est juste après l'entrade qui a duré un peu plus longtemps que prévu, eh ben, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils allaient boxer aussi vite. Ils pensaient que l'entrade allait durer davantage. Donc on attend toujours. C'est vrai que c'est des petits détails qui parfois nous perturbent un petit peu dans l'échauffement. Mais je pense qu'il va arriver, il sera prêt. D'ailleurs, la Bushido Academy, ils sont très présents ce soir. On en a vu en amateur, on en a en pro. Donc une école très sérieuse. Et le voici, Geoffroy Puigvert qui fait son entrée. On vous avait dit un gabarit assez musculeux, trapu, 1m72 pour 66 kg. Ouais. Il a tapé dans les bras de James et Samy Chiavo. James, c'est celui qu'on voit actuellement à l'écran. Samy, c'est son frère, et Samy Chiavo a fait des combats à l'UFC. C'est l'un des pionniers des combattants français. Exactement. Il est l'un des premiers à avoir été choisi pour combattre à l'UFC à l'époque où l'UFC n'était pas le mastodonte qu'il est devenu aujourd'hui. Mais si on regarde son palmarès, on voit que c'est un combattant qui a affronté des vrais grands noms de l'UFC. Donc voilà, ça donne un petit peu le ton sur l'école. Et le frère donc, qui est avec lui, qui l'a souvent coaché justement à l'UFC. Donc ça promet du bon spectacle. Les frères Chiavo, 2 grands noms du MMA français. D'abord 2 très beaux combattants, originaires de Sorgues dans la région aussi. On est dans la région de PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Il y a beaucoup de clubs de MMA, notamment sur Marseille, mais aussi sur Avignon, Nîmes. Et les frères Chiavo, évidemment, sont des acteurs très importants du MMA dans tout le sud de la France. Et c'est eux qui accompagnent Geoffroy Puigvert qui fait son entrée dans la cage pour disputer le 6e combat professionnel de sa carrière.
Son adversaire, c'est un garçon qui a été prévenu au dernier moment, on appelle ça short notice. C'est ça, une semaine seulement pour affiner sa préparation. Il a relevé le défi, il a accepté le combat. Et il va disputer Nezar Beadji, son premier combat professionnel. C'est ça. Donc j'ai toujours énormément de respect pour déjà les combattants qui acceptent des combats en short notice. Parce que c'est difficile, mais la double tâche, c'est que là en plus il fait son premier combat professionnel. Donc c'est sûr s'il a une double, je dirais même une triple pression. Mais on ne sait pas, voilà, on voit qu'il est jeune à 19 ans. 1m70, il a l'air moins dense physiquement que Geoffrey Puigvert. Et surtout, il y a toujours le facteur émotionnel qui va jouer. Son premier combat pro dans la cage. Il a fait une dizaine de combats en pancrace, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Après, je vois qu'il est emmené donc par la bonne école de Montpellier, qui est aussi une très très bonne école du Sud. D'ailleurs, je passe le petit bonjour à mon copain Elias, combattant du Brave, qui officie dans cette école. Puis j'espère qu'on va encore avoir un joli combat professionnel. En tout cas, il est déterminé à réussir ses débuts pro. Nezar Beadji. On est allé voir tout à l'heure dans les vestiaires, on nous a dit non, j'ai eu aucun doute dès qu'on m'a proposé le combat. J'ai à peine regardé la fiche de mon adversaire, j'ai dit allez on y va, j'ai 19 ans, j'ai envie de me tester, j'ai envie de savoir ce que ça fait de monter dans la cage en pro. Et le voici pour ses grands débuts. Et déjà pour ça, félicitations à lui, parce que c'est vraiment une attitude qu'on apprécie dans les sports de combat. Des combattants qui ne discutent pas. Geoffroy Puigvert. Dans le coin rouge, il vient de la team La Bonne École, 19 ans, 1m70. C'est son premier combat professionnel ce soir, Nezar Beadji. 3 reprises de 5 minutes. On a entendu Sébastien Love, le speaker, nous annoncer. C'est un combat qui est prévu sur une distance de 3 rounds de 5 minutes entre Nezar Beadji qui va faire ses grands débuts dans la cage face à Geoffrey Puigvert qui reste lui sur 4 défaites consécutives. Le dernier combat qu'il a effectué, c'était lors de l'Alpha Fight Championship, c'était sur Fight Nation, c'était à Cannes. Il a fait un très beau combat face à Johan Salvador, ça s'est très équilibré, il avait perdu au point. Il est donc avide de revanche, Geoffrey Puigvert. Ah bah, ça commence directement avec Nezar qui vient chercher le corps à corps. Alors Puigvert nous a dit que voilà, il n'avait pas de spécificité ni de préférence. C'est ni à la fois ni un striker ni un grappleur. Il est bon complet en tout cas dans tous les domaines. Il a envoyé un genou là. Ouais, très joli genou. Malgré qu'il soit en catch control, voilà, donc on voit le travail de Nizar qui essaie de répondre. Il a le bras pris, le bras droit à Nizar. Ouais. Là, Nizar très très bien, joli. Voilà, donc Geoffrey qui prend la monte. Ouais, en position montée dès la première minute de ce combat, en position très très favorable pour envoyer du grand and pound certainement. Il est en très mauvaise posture là. Voilà, faut surtout pas qu'il donne le dos, mais il se relève, c'est très bien. Et il a bien défendu là, Nezar Beadji. On voit qu'au niveau de la lutte, au niveau des projections, il va avoir du mal parce qu'il est vraiment plus dense physiquement. Geoffrey est en train d'un peu essayer d'imposer son corps à corps. Je dirais à la limite que Nezar devrait peut-être sortir justement de ces situations de clinch. Peut-être essayer de striker un peu. Très très bien. Joli genou au corps. Voilà, donc là j'ai l'impression que Geoffrey va essayer de le fatiguer en le laissant coller à la cage. Il ne faudrait pas trop que Nezar accepte ces situations parce que c'est des situations qui coûtent cher au fil des rounds. Parce qu'on ne se rend pas compte hein, quand on ne connaît pas trop le MMA que ces phases de combat où il ne se passe pas grand chose, c'est énergivore, ça bouffe énormément d'énergie. C'est vrai que c'est des longues secondes qu'on paye au fil du combat. C'est toujours Geoffrey Puigvert hein, qui colle son adversaire sur le long de la cage, qui le contrôle. Alors Geoffrey fait un joli travail, non seulement de catch control, mais en plus, si on fait attention, on voit qu'il travaille beaucoup avec sa tête aussi. Pour vraiment essayer de coller l'adversaire contre la cage. Mais c'est très bien roulé. Nezar qui reprend du coup la situation en main. Ouais, il a fait une sorte de Oshimata. Les puristes du judo savent de quoi on parle. Voilà, et là il va essayer de sans doute prendre la monte. Voilà, Geoffrey qui défend. Alors, il pourrait striker peut-être un petit peu. Il n'est pas en bonne position pour l'instant, il préfère verrouiller au niveau des bras, peut-être pour passer la hanche, la jambe droite.
est passé en position Voilà, montée. c'est ça là. Donc il commence à passer sa jambe droite. Attention à éviter. Ah, il le s'est fait... triangle. Ah, tentative de... Super, très bien. Geoffrey Puigvert qui prend un hammer fist. Voilà, mais Nézard qui reste, il devrait peut-être sortir. Bon, il essaie de striker. Bon, attention, il tient la cage, donc il faudrait qu'il lâche la cage. Ouais, bah voilà, c'est le problème. Ouais. Intervention de l'arbitre. Un peu dur. Là, je pense qu'il risque de prendre une pénalité pour avoir tenu la cage. Ouais. Ah ouais. Pas une pénalité. Ouais, l'arbitre a fait, effectivement, l'arbitre a prévenu 3 fois. Alors là, je peux vraiment m'exprimer sur cette situation parce que c'est une situation que j'ai vécue. Et quand on fait un premier combat, c'est vrai qu'on est dans le combat, on n'entend pas l'arbitre. Donc c'est vrai que comme pour moi, on aurait voulu qu'il vienne me taper sur la main pour me dire de lâcher la cage. Donc là, c'est dur de prendre un point là-dessus. Ah, les deux directs envoyés à la face de Geoffrey Puigvert. Oh, il fait très bien. Voilà, il a le dessus. Il l'a bien contré là. Nézard Biaggi qui est pas maladroit au niveau du judo. Je ne sais pas s'il a un background de judoka. Et là, on commence à envoyer des coups, il a des coups bien placés. En tout cas, on voit que Geoffrey est très puissant. J'aurais pensé qu'il aurait misé sur son striking. Voilà, pour l'instant, les deux n'ont pas voulu envoyer des points. Non. Très peu de striking. Très peu. Ouais. Il reste 1 minute dans cette première reprise. Avec un début de reprise à la faveur de Puigvert. Et puis ça s'est équilibré en fin de reprise et c'est maintenant. Ouais, bah là ça serait forcément un avantage pour Geoffrey vu que Nézard a pris je crois qu'il a pris un point de pénalité. En plus, il a pris le point de pénalité, exactement. Donc là, c'est le round il est acquis pour Geoffrey Puigvert. Si on en reste là, alors qu'il reste 30 secondes dans cette première reprise. Il essaie quand même d'aller chercher quelque chose, Geoffrey. Très bien, donc là, Nézard qui essaie de placer les coudes. Alors c'est Nézard qui est dessus, mais c'est le contrôle, il essaie chez Puigvert. Il essaie d'aller chercher la clé de bras. Super, sortie de Nézard qui va tenter de prendre la montée, peut-être. Il reste 10 secondes. Donc c'est un combat qui va vraiment se jouer au sol. Il y a des bons retournements de situation et on a remarqué que même lorsqu'il est en dessous, Geoffrey Puigvert, il reste actif. Et c'est lui qui a le contrôle. Donc voilà, c'est la première reprise. Ce premier round, on peut légitimement lui donner. On peut lui donner, mais c'est vrai que c'est un premier round qui va coûter cher quand même aux deux combattants. Parce que... Ils ont dépensé beaucoup d'énergie. Voilà. Mais il y a déjà un très bon niveau technique, surtout chez Nézard Biaggi qui dit très bien. Prenez le combat pro. Voilà, exactement. C'est jamais facile. En quelques séquences au ralenti, voilà. La projection de Geoffrey Puigvert avec l'enchaînement derrière en montée. Là c'est Biaggi, pardon. Nézard Biaggi qui a le dessus. La tentative de clé de bras. Et très bien avorté par Nézard. Et derrière, il se fait contrer. Il a tenté de lui faire l'emmener au sol. Ouais, un espèce de Isaguruma, on appelle ça. J'ai beaucoup de références en judo parce que c'est mon sport. Donc là, vraiment, il a voulu faire un Isaguruma, mais il s'est fait contrer. Geoffrey Puigvert, très bien contré par Nézard. C'est un combat qui tient toutes ses promesses, très équilibré. L'expérience, elle est du côté de Geoffrey Puigvert. Ouais. Geoffroy Puigvert, parce qu'il a 35 ans. C'est son 6e combat pro. C'est les grands débuts pour le protège-dents pour Nézard. Nézard qui a besoin de son protège-dents. On va voir si cette première reprise les a pas trop amoindris. Deuxième round. Et on est dans la deuxième reprise. C'est parti pour 5 nouvelles minutes. Avec toujours ce travail à distance. Mais il y a peu de coups échangés. Oh, le high kick. Très bien. Il a été bloqué, mais il a fait mal quand même. Il a fait reculer en tout cas Geoffrey Puigvert qui est dos contre la cage. Et très bien tenté. Il a fait la même chose. Alors attention parce que là... Non, là il n'aura rien. Mais des belles transitions chez Nézard. On voit que le sol a été travaillé, mais là il est en très mauvaise position. Nézard Biaggi. Là, il faut qu'il tourne sur sa droite, qu'il essaie de refaire face à l'adversaire. Voilà, très bien fait. Super. Et du coup, voilà, il se trouve dans une belle position. Où il va peut-être tenter de prendre la monte.
admirablement défendu de la part de bien, vraiment Béadji. très très bien. Là, il pourrait même garder le bras de Geoffroy, le bras droit entre ses jambes pour pouvoir striker en sécurité. Il va essayer de se positionner, peut-être chercher un... La tentative de... Voilà, donc il cherche à prendre la monte. Il travaille, hein, le petit lézard Béadji là. Geoffroy défend très très bien au sol. Attention les coudes, hein, ils sont bien placés les coudes pour envoyer du striking au coude lézard Béadji. Faut faire attention. Chez Puigvert. Ouais, très très bien. Alors c'est vrai qu'il y a peu de striking au sol. Très là. très peu, Ouais, ni comme là, debout ni au sol. il y a de la place pour les coups de coude là chez Nizar. Là. Voilà, c'est ce que lui dit le coach. On entend, il lui demande de placer les coudes parce que c'est vrai qu'il y a de la place. C'est super ce qu'il essaye de faire. Très très bien les deux, très joli travail au sol. C'est un travail, un combat de haute technicité au niveau de la défense au sol, des deux côtés. Hein. Chacun essaie de tirer parti de la situation. Mais depuis tout à l'heure, Nizar est souvent au-dessus. Ouais, c'est lui qui est dessus. Hein. Mais il n'arrive pas quand même à mettre Geoffrey Puigvert en difficulté, en danger. C'est dommage. Je pense qu'il y a beaucoup le manque de striking qui du coup fait qu'il ne capitalise pas sur ses positions. Parce que là, du coup, oui, en étant au-dessus, il pourrait mettre des coups de poing. C'est toujours bon pour les juges. Voilà, ça y est, il commence à placer des coups. Et on lui demande hein, dans son coin de garder le contrôle, de jamais laisser Puigvert avoir le contrôle de ses bras. C'est ça, donc là l'entraîneur lui demande de lui laisser la tête dans la cage, c'est très gênant. Et du coup Geoffrey dans cette position va avoir du mal à se défendre. Et puis les secondes défilent et puis voilà, c'est le round qui s'en va pour Geoffrey Puigvert. Il reste quand même 2 minutes, hein, c'est long. Alors est-ce que l'arbitre devrait remonter à ce moment-là? Non, parce que là il ne va pas remonter parce que ça travaille. Au moins il y a de l'activité, donc tant qu'il y a de l'activité, tant qu'il tente de faire quelque chose, c'est pas juste du contrôle, l'arbitre va laisser travailler. Puis si vraiment il se passe rien pendant de longues secondes, là il va peut-être leur demander de se relever, mais les deux travaillent. Donc voilà, même pour les gens du public qui ne connaîtraient pas, là il se passe pas mal de choses. Quand on ne connaît pas, on n'a pas forcément conscience. Mais c'est vrai que là ils travaillent, les deux travaillent. Surtout, c'est une situation qui, pour Geoffroy, va être très très fatigante. Il contrôle la jambe. Non. Là, il envoie du striking maintenant. Lézard Béadji. Est-ce qu'il va laisser Geoffrey Puigvert remonter? Il s'accroche à la cage, hein, Geoffrey. Fasse attention. Ouais. Il n'est pas mauvais. Attention, c'est au talon, hein, ça peut faire très mal. Ça, hein. très il a touché. Heureusement que ça n'a pas connecté, mais c'est très dangereux. Et la situation perdure avec un Béadji qui est dessus. Là, pour l'instant, il a le dessus depuis le début du round. Là, il est. Effectivement, il envoie très très peu de striking et de ground and pound. C'est un petit peu ce qu'on pourrait lui reprocher sur cette reprise, qu'il est parfois en bonne position. C'est ça. Ah, il n'en profite pas forcément. Très bien. Il a envoyé un coude là. Ouais, là il va tenter de rentrer en coude. Et surtout dans cette position pour Geoffroy, tête contre la cage, c'est très difficile de se défendre. Il a été ouvert Geoffroy Puigvert pardon, au niveau de l'arcade avec un coude de Nizar Béadji. On va voir ça lors de la minute de repos. Est-ce que la coupure est profonde? En tout cas, il y a coupure chez Geoffroy Puigvert. Fin de cette deuxième reprise, complètement à l'avantage de Nizar Béadji. Le combat s'équilibre. Ah, c'est vrai que ça s'équilibre. Après, s'il y a vraiment eu un point négatif tout à l'heure, le problème c'est que ça ferait du coup 2 points de plus pour Geoffroy. Donc, alors, la donc coupure, là, ça réduirait juste l'écart. La coupure est au niveau du nez, je crois. Ah ouais. Au-dessus du nez. Ça a l'air assez profond. L'intervention des cutman. Ils sont très très bons les cutman en MMA. Ouais. C'est des cutman professionnels qui font les bandages. Et l'occasion pour nous de vous dire que les bandages sont fournis par Emma Gongora, la boxeuse de Marseille, championne de France et championne WBC francophone.
de boxe anglaise qui a créé sa société. D'accord. Très bien. Vendée Cordée, celle qui fournit eh bien les bandages, les pansements, tout ce qui est nécessaire à faire le bandage. Donc c'est bien que les boxeuses s'impliquent comme ça en tant qu'entrepreneurs. En tout cas sur ce gars-là, c'est elle qui fournit le matos. Donc bravo Emma Gongora, il y a aussi une vie en dehors de la boxe, elle ne peut pas vivre de la boxe. Et on salue aussi Hélène Mekhaled, une grande combattante de boxe anglaise qui est là et qui sera dans le coin de Diane Voituré. Hélène Mekhaled de Lyon. C'est ça, de chez nous, qui vient de combattre d'ailleurs en boxe anglaise, un très très beau combat. Oui, face à Delphine Parsoun. Et on est parti dans cette troisième reprise. Et là il y a des échanges en striking. Très bien. Il a touché à la droite, à connecter et ça a fait vaciller, me semble-t-il, Nezar Beadji. Une belle droite envoyée par Geoffrey Pugver. Exactement. C'est la dernière reprise, donc je pense qu'ils vont tout donner pour vraiment les départager. Même s'il y a eu un point négatif, il me semble que du coup Geoffroy a une légère avance. Donc tout va se jouer dans ces 5 dernières minutes de cette troisième et dernière reprise entre Geoffroy Pugver et Nezar Beadji. Il a le contrôle du bras gauche. Pugver. Ouais, contrôlé. Son physique trahit un gros travail de grappling, de lutte. Il travaille en genou, dans les flancs. Tentative de takedown de Pugver. Très bien. Il le fait bien à chaque fois. Super. Voilà. Il a dû faire du judo le Medjaïd. On voit qu'il maîtrise ce balayage. Ouais. Et on se retrouve comme dans la reprise précédente avec un Nezar Beadji au-dessus, mais qui va devoir travailler davantage pour profiter de cette situation. Il est bien collé à lui, Geoffrey Pugver. C'est ce que lui demande son coach, donc de striker au sol, parce que juste aller au sol, les arbitres nous disaient tout à l'heure encore, ça suffit pas. Il faut un schéma offensif. Donc une fois qu'on amène au sol, il faut aller chercher la soumission ou au moins le grand end pound. Et il le laisse se relever et on va s'expliquer. Ah non. Et il y retourne. Il n'aime pas les échanges de striking. Non, il ne va pas y aller, Nezar Beadji. En tout cas, je félicite quand même déjà jusqu'ici sa prestation, parce que pour un short notice, il enchaîne son 3e round de 5 minutes. Pour un premier combat pro, c'est déjà vraiment un chapeau. Est-ce qu'il va lui refaire encore son... Voilà, il va lui refaire la même. C'est son spécial. C'est ça. Avec la fatigue, ça devient de plus en plus difficile. Mais c'est vrai que Geoffroy, avec sa puissance, j'aurais plus vu miser un petit peu sur le striking, parce qu'il est très puissant, ça se voit. Ils sont essoufflés les deux. Là, c'est la 3e reprise. On sent que là, ils tapent dans les réserves. Ils ont besoin de souffler tous les deux. C'est ça, c'est toutes ces phases de lutte depuis le premier round, ça coûte très très cher. Belle amenée au sol. Belle amenée au sol, c'est une nouvelle projection. Ça compte aussi ça dans le pointage des juges. Et c'est à l'avantage là de Nezar Beadji. Voilà, et là, il va chercher le striking au moins. Voilà, les coudes encore, qui ont fait mouche tout à l'heure. Ouais, très bien. Il devrait continuer, c'est intelligent ce qu'il faisait là, le travail au corps, on n'y pense pas toujours, mais ses coups au corps, ça fatigue. Voilà, il tente un étanglement. En défense, Pugver n'a pas réussi à le maintenir. Il essaie de prendre la montre. En tout cas, il tente de travailler, Nezar. Vraiment, il ne faut pas juste l'emmener au sol. Là, c'est lui qui a le contrôle dans cette 3e reprise. Même si encore une fois on peut leur reprocher de ne pas mettre assez de striking parce qu'il y a des possibilités, il y a des ouvertures. Regardez, par exemple là, il pourrait verrouiller son bras droit entre ses jambes et du coup striker tranquille avec son poing gauche. Et Geoffroy devrait sortir de cette situation. Et là dans cette dernière minute, j'ai l'impression qu'il accuse un peu le coup. Ouais, Nezar est bien placé, il va mettre des coups de coude encore je pense. Alors s'il a intérêt à rester dans le contrôle comme ça et laisser passer les secondes, remporter peut-être le combat comme ça au point par décision.
Mais est-ce qu'il est sûr de gagner? Voilà, là, ça y est, il commence le striking, là, ça y est. C'est les 30 dernières secondes de ce combat. Avec toujours un contrôle total de BLJ. C'est ça. Il n'arrive pas à se relever, Geoffroy Puigvert. Le tentative de coude de Jai, dont le striking n'est pas la spécialité, on l'a bien compris. Mais par contre, il est très très bon au niveau des projections. Il a fait de beaux anneaux au sol. Et en plus, il finit bien. Et en plus, il finit fort. Donc ça, pour les juges, c'est super important. C'est la fin de ce combat. La première reprise avec un point d'avance. Elle est clairement à l'avantage de Geoffrey Puigvert. La deuxième reprise. Le deuxième round à l'avantage de Meadji. Le troisième, il a été contrôlé par Meadji. Donc comment on compte le point de pénalité? Ça, je sais pas. Le verdict des juges, il a l'air très satisfait de lui. En tout cas, Nézard. Ah oui, bah en tout cas, moi, je le félicite. Hein, parce que vraiment, pour un premier combat pro, déjà très bien travaillé. Alors en plus, un short notice, je sais pas depuis combien de temps, je crois. Une semaine, je crois. Une semaine. Donc vraiment, bravo, quoi, bravo. On voit quelques phases au ralenti avec le travail, le high kick, un des rares. Là, il se fait la droite plongeante, elle a fait vaciller Meadji, mais qui s'est tout de suite accroché dans les jambes. Derrière, il a réussi à porter le mouvement, là, ce Isaguruma. Un sac être touché et aller emmener au sol directement, c'est une belle réaction. Alors, on écoute. Et déclaré vainqueur de ce combat par décision partagée. Décision partagée. Ouais, Le camp rouge, Nézard. Ah bah oui, c'est ça. Ouais. Voilà. On a bien vu C'est le Nézard combat. Meadji, voilà, 2 rounds à 1 certainement, malgré la pénalité qu'il a subie dans la première reprise. Il a fait la différence grâce Très bien. Vraiment à ses projections et à son contrôle au sol. D'accord. Comment vous êtes senti ce soir pour cette premier passage dans la cage chez les pros? Un peu mort, c'était massif comparément, enfin de forme ou pas. Et franchement bien joué à lui, c'est joué qu'au mental, parce que condition physique, je n'étais vraiment pas là. Et je suis content, je suis avec des deux professionnels, c'est bien ça, c'est mon début. Ça va. Merci à mes nouveaux coachs. Merci à mes nouveaux coachs, Amine, Hakim, Yassine, et ma nouvelle team, la bonne école. Et voilà, je suis content, je me sens bien chez eux, mais c'est un peu loin, mais sinon tout va bien. Première expérience chez les pros, ça vous conforte? C'est plus dur que vous imaginiez, mais c'est conforme à ce que vous imaginez? C'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. Dans ma tête, j'allais du premier au deuxième round. En fait, non. Et il était plus solide que ce que je pensais, fort mentalement. Le point de pénalité, il m'a niqué mon round. Et sinon, je suis content, je suis très content. Eh bien, bravo Nézard, vous êtes reçu avec mention pour cette première pour le grand début chez les professionnels. Nézard Meadji, merci à vous. J'en profite pour remercier les partenaires de cette 5e édition du FFA Challenge. Et bien évidemment, eboxshop.com, c'est eux qui ont donc les concepteurs de cette. C'était plus dur que ce qu'il imaginait, hein. C'est ce qu'il nous a confirmé au micro. Hein. Voilà, c'est sûr qu'un premier combat, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Et vous aussi, votre première expérience n'était pas conforme à ce que vous imaginiez, Tom. C'était, on se rappelle, il y a 1 an. Non, ouais, c'était il y a 10 mois déjà. Donc pour le FFA Challenge numéro 2, je savais que ça allait être difficile. Ça l'a été. Mais je suis assez content quand même, finalement. En tout cas, là, vraiment félicitations aux deux combattants. Mais Nisa a fait une jolie surprise. En short notice, vraiment bravo à lui. C'est le deuxième combat pro de la soirée entre Anthony Argerich et Parvaiz Arabzai. Le premier entré dans l'ère de combat.
c'est Anthony Argerich. Il nous vient de Toulouse. Il compte à son palmarès 4 victoires, 0 défaites. Mais c'est des victoires qui ont été comptabilisées dans son Sherdog lorsqu'il a combattu en pancrace. Alors c'est compliqué parce qu'il y en a dans les combats en pancrace sont validés, d'autres ne sont pas validés. Lui, on lui a validé 4 combats en pankido et en pancrace, mais c'est son véritable premier combat de MMA. D'accord. Alors même s'il n'y a pas énormément de différence, il y en a quand même. Que pancrace, comme on sait, il n'y a pas de frappe au sol. Et en MMA, ça fait quand même la différence. Un combat qui sur le papier devrait être équilibré parce qu'on a 4 combats des deux côtés. La différence, c'est qu'Anthony Argerich, lui, n'a pas combattu depuis 2 ans et demi, alors que son adversaire, Parviz Arabzai, lui, a combattu très régulièrement. Il va disputer son 5e combat en 7 mois seulement. Très grosse Donc voilà, il est sur une dynamique, une très très bonne dynamique. C'est un bon test en tout cas pour les deux combattants. D'ailleurs, Anthony Argerich qui va vouloir se tester pour son premier combat de MMA. Il est déterminé, hein. Il s'entraîne à Toulouse. Il est coach sportif, lui aussi. Ah, lui aussi. Il a 32 ans, il mesure 1m75. Alors Parviz Arabzai, il a 24 ans et son parcours de vie est extraordinaire. C'est un garçon qui est né en Afghanistan, il est afghan. Il est arrivé en France en 2017 après un périple incroyable à travers l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe, dans des conditions très difficiles, clandestinement. Il voulait aller en France parce qu'il rêvait de la France, il ne parlait pas un mot de français. Il est arrivé ici en 2017 alors qu'il n'avait jamais pratiqué de sport, particulièrement il a joué un petit peu au football, il avait fait de la lutte petit. Et puis il avait vu du MMA, parce que le MMA est très populaire en Afghanistan. Et s'est dit, voilà, moi j'arrive en France, je veux faire du MMA. Il a frappé à la porte d'un club, il s'est retrouvé à la Free Fight Academy. Et depuis, il est complètement dédié à son sport. Il continue à vivre en foyer, des foyers de migrants. Et il s'entraîne comme un fou, accroché à sa bonne étoile, persuadé qu'il peut faire carrière. En tout cas, il va tout faire pour faire une carrière. En tout cas, on ne peut être qu'admiratif du parcours de ce garçon. Catégorie moins de 70 kilos dans le coin bleu du Toulouse Fight Club. Âgé de 32 ans, il mesure 1m75. Invaincu en 4 combats, monsieur Anthony Argerich. Alors méfions-nous du palmarès, il est invaincu en 4 combats, mais il n'a jamais disputé de combat de MMA. 24 ans, 1m83. Son palmarès, 4 combats, 3 victoires pour une défaite. Parviz Arabzai. Déjà 4 combats en 7 mois pour Parviz Arabzai, c'est son 5e combat. Il a disputé, c'est la 3e participation au FFA Challenge. Et il reste sur une très très bonne dynamique, c'est un finisher. Il a remporté ses 3 victoires avant la limite, 2 par KO, TKO. Et une par étranglement face à Jordan Dorval. Donc il est sur une très très bonne dynamique et puis surtout il est accroché à sa bonne étoile, à son destin extraordinaire de réfugié afghan. Ouais, il commence directement avec un gros low kick. Et à l'avantage du gabarit, il est plus long, plus longiligne Arabzai, pardon. Très bon travail en low kick pour Parviz. On a 2 beaux athlètes, hein. Ouais. Il n'y a pas de gras ni chez l'un ni chez l'autre. Oh, le high kick il a claqué, il a été bloqué heureusement. Donc là je crois qu'on va avoir beaucoup plus de striking. Super. En tout cas pour l'instant c'est un duel à distance. Ouais, et mais un striking. je sens Parviz plus à l'aise dans son striking quand même. Il est plus longiligne, il utilise son bras avant avec des petites directs pour gêner. Attention là, les mains sont un peu basses. Et Anthony a l'air quand même assez puissant.
On se méfie des crochets. Il a touché un peu à tout. Il a fait du pankido, c'est une forme de karaté extrême. Il a fait du pancras également. Anthony Argerich. Très bien, cette accélération en point pour Parviz. C'est propre, hein, ce qu'il nous montre en boxe anglaise et enfin en pied-point même. Il n'y a pas de déchets. C'est bien placé. C'est très très propre. Il n'y a pas eu de coup net pour l'instant. On se jauge à distance. Oh là, belle droite. Ouais. Oui. Ouais, Parviz, un beau travail d'anglaise chez Parviz. Anthony qui travaille plus sur un coup. Attention à la droite de Parviz Arabzaï, elle a l'air assez foudroyante. Il arrive bien à les bloquer pour l'instant Argerich, mais il suffit d'un bon timing ou d'une seconde d'inattention et elle peut faire très très mal cette droite de Parviz. Anthony pour l'instant qui ne trouve pas trop la solution. Et qui suit Parviz plutôt que le cadré. Mais c'est très bien, là il a connecté avec la gauche. Ah oui, la gauche. Qui a fait vaciller Arabzaï. Attention, ouais, très bien, c'est ça. Ça le fait reculer. Les deux ont une bonne anglaise. Hein. D'ailleurs, il nous l'a dit dans les vestiaires, Anthony Argerich, il aime beaucoup la boxe anglaise. Il s'entraîne énormément dans cette discipline. Ouais, bien rentré, c'est ça. Entendu. Première le premier clinch. On va voir lequel est plus à l'aise dans cette situation. Probablement Anthony, qui est venu un peu le chercher. Et qui a aussi un physique plus axé lutte. Attention. Là, limite coup bas, ouais, mais involontaire. Hein. Ce coup de genou envoyé par Parviz Arabzaï, qui maintient pour l'instant Anthony Argerich contre la cage. Ouais, par contre, voilà, très bien le travail d'épaule. C'est des petites frappes qui sont gênantes. Ouais, très bon travail en genou d'Anthony. J'ai l'impression que Parviz n'a pas forcément de solution ici. S'il essaie d'aller chercher la single leg. Mais ça va être... Il va tenter, peut-être qu'il va y arriver. Non, ça va être dur, très dur. Ouais. Puis Anthony avait placé son underhook, donc c'était difficile d'aller la chercher. Je pense que Parviz devrait plus miser sur son striking, puisqu'il il a montré qu'il était plus à l'aise là-dedans. Il est pas maladroit non plus. Anthony Argerich, on l'a vu, hein, il a contré 2 fois Parviz en anglaise. On entre dans la dernière minute avec un échange là en anglaise et on a retrouvé le travail de distance. Très bien. Il devrait utiliser davantage son bras avant parce qu'il est vraiment... Il a vraiment un avantage d'allonge Arabzaï qu'il n'utilise pas suffisamment. C'est ça. Non, Anthony, là je le vois, j'ai l'impression qu'il est posé. Il va peut-être chercher à mettre la frappe. Voilà, donc celle-ci elle a touché déjà le crochet gauche. Ouais. C'est dommage que Parviz il est explosif, mais c'est vrai qu'il est sur une frappe. Donc Anthony il peut se protéger vu qu'il la voit venir. Ouais, là très bien. Il risque de déconnecter là. Ouais. Et c'est lui qui prend la position contre cage. À chaque impact hein, qu'il encaisse Parviz Arabzaï, on a le sentiment qu'il vacille. C'est pas forcément le cas. Hein. C'est son langage corporel qui parfois donne un indicateur assez inquiétant. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les coups, alors personne n'aime les coups. Hein. Ouais. Il a l'air entamé physiquement. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai vraiment l'impression qu'Anthony, alors peu de frappes, mais les quelques frappes qu'il met, quand ça touche, ça peut faire mal. Puis ça fait mal. Donc là, c'était le premier round, donc ils sont en pleine position de leur moyen. Au deuxième round, ça va peut-être pas faire le même effet. Voilà, donc là, il touche légèrement le menton. Très bien contre ce middle Parviz. Le petit contre de crochet gauche là. Parce que l'arcade d'Anthony Argerich est en tout cas pas forcément coupé mais abîmé. Donc le Kellman appuie fortement. Avec le fer. Avec le fer. Non ça va, c'est pas coupé. Peut-être un choc de tête dû au contact aux séquences de lutte. Anthony il a l'air frais en tout cas. Oui, il a l'air frais, ouais.
et déterminé. On voit dans son regard, hein, C'est ça. il en veut. Hein. C'est un garçon qui aime profondément le combat. Il a 32 ans et premier combat pro officiellement, c'est tard. Oui, Ouais, la très, belle droite très bien. là. Ah ouais, là, Elle en va bien Parvez, dans il le- a envie d'y aller. Ouais. Alors, très Oh, très bon bon, travail ça claque offensif fort, de hein. Parvez, mais au niveau de sa garde, par contre, j'ai peur qu'il prenne un crochet menton, car c'est souvent ouvert. Il a le menton à la fenêtre, comme on Ouais, dit. exactement. Et il peut se faire Exactement. contrer, ouais. Ah là, il y a eu des risques là. C'est bien qu'il mise sur son striking, mais il faudrait qu'il fasse attention à rester quand même assez hermétique parce que la puissance d'Anthony, on sent que sur un coup, ça pourrait faire la différence. Et retournement pour Anthony, qui a peut-être essayé de crocheter la jambe droite de Parvez pour le mettre au sol. Maintenant, sa position de défense avec la jambe en l'air, Parviz. Il a reposé ses deux appuis au sol. Il est contrôlé hein, par. Argerich. Il a l'air solide hein, au niveau des appuis, Anthony Argerich. Ouais, c'est vrai qu'il est Bien athlétique. Il est... Attention, il est en train de se décaler pour envoyer peut-être une prise de judo. Non, il n'a pas les mains bien placées. très bien. Ah, peut-être un genou là. Ah, est-ce que... Ah, s'il lève la jambe, il va faire Oshimata. Et voilà, ça y est, première. Ouais, oh, très bien. Oh, Parviz bien qui défendu, retourne Parviz. encore, Très, super. très bien. C'était en mauvaise posture et il a profité de la force d'inertie pour inverser la situation. Exactement. Et là, c'est Anthony qui se retrouve du coup assis contre la cage. D'ailleurs, il faudrait vraiment qu'il se mette en position assise pour se relever. Je vois pas de quoi il se plaint. Les gants, les gants. Ah, peut-être qu'il tenait, tenait peut-être un peu la mitaine. Et voilà, Anthony qui tente de se relever. Mais c'est Arabzai hein, qui exerce une pression constante. Pour l'instant, il est le plaque contre la cage. C'est pas hyper efficace pour l'instant. La domination, il n'en profite pas. Ouais. Mais il est en position de... Il est sur le dessus, quoi, voilà. C'est important qu'ils récupèrent tous les deux plutôt que chercher à travailler. Ouais, donc quelques coups de Parvez, mais... On entend la voix de Mathieu Nicourt, un entraîneur du FFA, la Free Fight Academy, qui organise aussi ce FFA Challenge. C'est ça, organisateur aussi de cette soirée. Et il a déjà organisé 5 soirées en un peu plus d'1 an. C'est beaucoup. Il est peut-être, il est même certainement, c'est sûr, après Arrest, dorénavant, l'organisateur français le plus prolifique, celui qui organise le plus souvent. Très prolifique et très courageux. Oui, parce que c'est difficile hein, de trouver des partenaires, des sponsors dans un sport où les mairies ne donnent pas de subventions encore. Autant la boxe ou le pied-point, il y a des subventions. C'est pas le cas encore dans le MMA. Ah, il a pris le dos. Parvez a pris le dos, ce qui va bien tourné pour Anthony. Il va sûrement sortir de cette situation. Très très bien Anthony, vraiment bien défendu. Et là, mais la il est tête, costaud, ouais. Il a un centre de gravité bas et voilà, on voit très bien qu'il a des bonnes bases de lutte ou de judo. Il est plus trapu, plus costaud. Et là, il a effectué une très belle projection Argerich. C'est un combat vraiment très équilibré. Hein. Là, arbitrer, c'est pas facile. Hein. Non, c'est vrai que là, c'est pas facile. C'est pas facile. Après, ouais, Parvez a montré quand même des belles choses en striking et j'aurais bien vu miser là-dessus. Parce que là, s'il reste comme ça et qu'il se passe vraiment rien, l'arbitre peut les faire relever. Alors qu'il reste 1 minute, il hésite, hein, l'arbitre, à les faire relever, parce que c'est vrai que ça bosse pas beaucoup. Non. On a plus l'impression de la recherche de contrôle plutôt qu'à la recherche de... Contrôle, gestion de la fatigue aussi, là il a dessus, façon immobilisation judo. Argerich. Très bien, il y a de la place pour le coude, là il y avait largement la place pour le coude. Ouais. Il va essayer de travailler sur le bras. Il a mis sa tête entre les jambes, c'était dangereux ce qu'il a fait là. Il a réussi à se... ouais. Avec 15 secondes pour tenter quelque chose là, Anthony Argerich, et profiter de cette situation.
Il peut mettre le coude, effectivement, il peut mettre le coude, mais il ne le place pas. Il a placé les mains maintenant pour éviter le coude Ouais, on va finir comme ça. à Rabzaï. Et c'est la fin de cette deuxième reprise. Fin de la deuxième reprise. Encore une fois, équilibré. Hein. Là, c'est... Bah, clairement, tout va se jouer dans la troisième. Personne, pour l'instant, n'a apporté des actions suffisamment fortes pour faire la différence. On voit quelques actions au ralenti. Avec les échanges en points Ouais, voilà. de Rabzaï. Mais c'est pas précis. Hein. Non, c'est pas précis, mais ça peut faire la différence. Surtout avec des mitaines. On sent qu'il a vraiment ce qu'il faut pour connecter, toucher. Voilà. Par contre, il n'y a pas la défense derrière. Donc il envoie bien l'anglaise, mais c'est vrai que la garde n'est pas trop présente derrière. Donc c'est dangereux parce qu'on voit qu'Anthony est quand même assez puissant. Donc s'il envoyait un crochet... Là, c'est Rabzaï qui se fait envoyer au sol, mais aussitôt, il retourne la situation. C'est très très équilibré, clairement. Tout va se jouer dans ces 5 dernières minutes entre Anthony Argerich et Parvez Rabzaï. Je pense que les coachs ont dû les remonter là dans cette pause. Et que je pense qu'ils vont vraiment tout donner dans les premières minutes de ce round. Troisième et dernière reprise. Pour peut-être finir avant la limite. Ça va jaillir d'un côté ou de l'autre là. On sent que ça calcule, ça travaille pour envoyer un coup lourd au niveau des points. C'est ce que je ressens du côté de chez Anthony, qui a l'air d'accepter de prendre dans sa garde pour avancer et placer peut-être un crochet puissant. Oh là, et voilà, c'est celui-là. On savait qu'il l'a préparé, ça a été bloqué heureusement. Ça fait déjà 1 minute en tout. Ça va très très vite en tout. 1 minute déjà. Les deux, ils cherchent le contre tous les deux, donc du coup personne ne veut faire la faute. Ouais, la belle droite là, ça a été bloqué, on a entendu le bruit des gants. Et surtout Anthony a quand même pris le centre de la cage. C'est un petit détail, mais ça a son importance parce que quand Parvez va faire pas mal de mètres de déplacement, Anthony lui a juste à tourner autour de lui-même. Il pourrait travailler aussi des low kicks. Hein. Anthony Argerich, il a les jambes plus puissantes. Ouais, mais il n'en a pas mis, c'est vrai. Contrairement à Parvez qui travaille en low kick. Très bien ce travail, très bien. Bel enchaînement de 3 coups en anglaise de Parvez Rabzaï. Ouais, dommage, et là c'est tout au visage. Il arrive bien à anticiper maintenant les crochets de Argerich qui sont moins précis et moins rapides. Donc, du coup, il arrive bien à les lire. Ça y est, premier low kick. Très bien, le type au visage. Et on est parti contre la cage alors qu'il reste 3 minutes dans cette dernière reprise. Encore 2 minutes 30. Oui, dans son coin, c'est maintenant, il faut tenter une action forte. Il se rapproche, mais il n'en voit pas. Anthony Argerich. C'est bien ça, Parvez. Dommage qu'il n'arrive pas à trouver la précision pour toucher. Mais il avance encore et ça peut faire la différence. Au moins aux yeux des juges. Très très bien. Ouais. Là, on entre dans les 2 dernières minutes de ce combat. Là, il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait des regrets. Il faut vraiment tenter des actions fortes, quelques séquences décisives pour faire basculer le jugement. En tout cas, impressionner les juges.
C'est ça. Parce qu'encore une fois, c'est très équilibré sur cette troisième reprise. Là, personne ne se détache vraiment. C'est très équilibré. C'est pour ça que dans des situations comme ça, celui qui est plus actif va peut-être influencer un peu le choix des juges. Et pour l'instant, c'est Parvez qui me semble être plus actif. La projection, elle est pour Argerich. Ah, alors là, très bien, c'est ce travail de coude. Tu l'as, le coude. Allez. Anto, frappe. Voilà, allez. Dans le coup, on demande à Anthony Argerich de frapper. On ne grand même pas, mais il est bien bloqué là, au niveau de son bras gauche, en tout cas, par Parvez Arabzai qui défend bien. C'est ça, je pense qu'il va peut-être chercher le contrôle jusqu'à la fin du round. Et accepter la position. Il est pas mal placé là, Anthony Argerich. Il a des grands bras. Arabzai, Parvez, et donc il arrive à annihiler les tentatives d'attaque d'Argerich. 30 secondes maintenant. Là, il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Hein. Non, vraiment pas. Ouais. C'est une défense atypique, hein. Mais c'est long comme une araignée et en fait il empêche... Anthony Argerich de travailler. C'est ça, il cherche le contrôle. Il travaille pas, mais il contrôle et comme ça, il va pouvoir laisser couler la fin du round. Là, c'est 10 dernières secondes. Ouais. Une dernière action forte en faveur d'Anthony Argerich. On a vu que son crochet plongeant allait toucher le front de Parvez. En tout cas, c'était un combat très équilibré, très accroché entre ces deux combattants. Et là, franchement... Mon avis pencherait en faveur de Parvez par rapport à son attitude. Il est un peu plus actif, il a mis quelques séquences plus fortes. Ça devrait suffire, mais attention. Après, il y a les projections qui entrent en compte. Mais encore un combat équilibré. Ouais, c'est le signe d'un bon matchmaking. Voilà, c'est ce qu'on veut voir, des combats équilibrés. Et c'est pour voir des combats entre des têtes d'affiche qui viennent d'autres sports face à des faire-valoir, c'est vraiment inintéressant. C'est ça. Et le MMA qui en est à ses grands débuts ne peut pas se permettre de montrer, comme on voit de temps en temps, des affiches vraiment trop déséquilibrées. Là, les juges vont peut-être mettre longtemps à délibérer. Il faut compter, recompter, pas se tromper dans les additions. C'est vrai que c'est très très dur. Voilà. C'est la catégorie des 70 kilos. On attend. Voilà, Sébastien Loeb remonte dans la cage avec le résultat dans la main. On écoute. Et donc, déclaré vainqueur à l'unanimité. L'unanimité. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Ils ont récompensé son activité. C'est une victoire de Parvez Arabzai, la 4e victoire de sa carrière, la 4e victoire consécutive pour cet Afghan qui est dans une très très bonne dynamique après un vrai beau combat face à Anthony Argerich. On va aller recueillir ses impressions. Parvez, c'est votre 4e victoire professionnelle, votre 4e victoire consécutive. Lorsqu'on connaît votre parcours de vie, je rappelle que Parvez est un garçon, un migrant afghan qui est arrivé en France en 2017 dans des conditions très difficiles. Et c'est depuis complètement consacré au MMA. Donc vraiment un parcours qui mérite, qui est très inspirant. Et aujourd'hui, vous êtes dans une très très bonne dynamique. C'est donc votre 4e victoire d'affilée. Déjà, merci beaucoup à tous. Et bienvenue, j'espère que vous avez bien profité de cette soirée. Je vous remercie mon coach Bacho, Martha, et merci à vous. Et du coup, voilà, c'est toujours du travail dur pour gagner des combats. Et du coup, je me suis bien préparé pour cette victoire. Franchement, c'est un bon adversaire. Et pour Assault, franchement,
J'ai jamais rencontré un adversaire comme ça. C'était archi dur. Bah, merci beaucoup. Déjà, continue comme ça. Voilà. Merci Parvez Arabzaï, un garçon qu'on va suivre le plus en piste. Merci beaucoup. Moi aussi, un adversaire, c'est un combat très équilibré. Vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose. Qu'est-ce qui a fait la différence en ça? Ça fait longtemps que j'étais actif sur le combat libre. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, je combattu en Bokino, en Pancras, mais c'était mon premier en MMA. Après 3 ans d'absence de combat libre, j'avais fait beaucoup de grappling, mais c'est pas pareil. J'ai vraiment mal vécu les deux derniers jours. Ça allait bien la semaine, puis les 2 derniers jours, gros stress, mal dormi. Je pense qu'il m'a manqué un peu de peps là, pour finir mes actions comme j'essaie de faire quand j'étais dessus. J'aurais pu prendre plus d'avantages si j'avais les positions dessus au sol. J'ai un peu trop squatté, demi-garde, attendu que le temps file. Mais je pense que je suis un peu à domicile, enfin chez lui, parce qu'il vient du Free Fight Academy. Je savais que gagner la décision, ça allait être compliqué. Je ne suis pas surpris de la décision. Moi, il a gagné ce combat de peu. Mais félicitations à lui. C'était un bon combat, fier de l'avoir fait. Pour faire un bon combat, il faut être deux. En tout cas, c'est une défaite encourageante. Bon, bravo, merci Anthony. Bravo à tous les deux. Je veux juste remercier Dieu, ma famille, mes amis. Le sport, il m'a apporté énormément dans ma vie. Et je pense que la relation que j'ai créée autour de lui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. J'échange toutes mes victoires pour ne serait-ce qu'un de ces ligues-là. C'est vraiment une belle histoire humaine. J'ai beaucoup grandi grâce à ce sport. Merci. Merci Anthony. Merci. Allez, on va faire une deuxième pause et on va encore retrouver le centre de danse Artedanza d'Orange pour encore un petit spectacle. Oui, on profite de la buvette. Et on fait juste une pause de 15 minutes avant les 2 derniers combats de la soirée. Allez, officiel, juge en place, on va reprendre donc cette 5e édition du FFA Challenge. Il reste 2 combats. Un challenge avec 2 combats à l'affiche, les 2 principaux combats de la soirée, en tout cas sur le papier. Un combat féminin avec un fight très intéressant qui va opposer Diane Voituret, la française qui monte dans cette catégorie des moins de 52 kg, face à Alice Michalkiewicz, qui est tout aussi ambitieuse. C'est ça. Donc qui par contre reste sur un combat, donc c'était une défaite. Son seul combat, contrairement à Diane qui elle va faire son 4e combat professionnel en MMA. Elle est sur une belle pente ascendante. Une travailleuse donc qui nous vient de Lyon, de la team Climax, emmenée par Yacine Bandoui. À Lyon, c'est vraiment une pépinière de boxeurs hein, et de combattants en général, hein, tout sport de combat confondu. C'est vrai qu'il y a du monde dans les sports de combat à Lyon, que ce soit dans le MMA, la boxe thaï, le kickboxing, même en boxe anglaise. Il y a des très grosses teams sur la région de Lyon. Et il manque plus qu'à les mettre un peu plus en lumière. C'est ça, voilà, parce que autant il y a énormément de clubs de très haut niveau, hein, pied-point notamment, en boxe anglaise comme vous l'avez dit, en MMA, il n'y a jamais de soirée à Lyon. Comment ça se fait? Et là, c'est vrai qu'il y a quelques organisateurs qui des fois se mettent la main à la pâte pour essayer d'organiser des soirées. Mais bon, c'est vrai que c'est tellement difficile l'organisation. Mais il y en a quand même, et puis après il y a eu la situation difficile qu'on a vécue là. Donc ça a un peu mis un coup de frein à tout le monde, mais je pense que d'ici fin d'année, peut-être début 2023, les organisateurs vont se remettre et on va avoir du MMA maintenant. Parce qu'avant on avait du pancras, notamment avec les soirées du LFC, de Jean Bagal par exemple. Donc je pense que peut-être la nouvelle formule sera en MMA. Il va y avoir de la boxe anglaise comme on a déjà eu. Puis je pense que ça va peut-être repartir, j'espère en tout cas. En tout cas, depuis la création, l'officialisation du MMA en France, c'était il y a un peu plus de 2 ans, en février 2020. Il n'y a pas eu de soirée de MMA à Lyon et ça manque parce que c'est une grande ville avec un public qui aime le sport de combat et qui aime le MMA. Donc voilà, on fait un appel, on lance un appel à tous les organisateurs et tous les investisseurs. Monter une grosse soirée de MMA à Lyon parce qu'il y a des structures en plus de beaux gymnases à Lyon. Il y a de la demande. Il y a de la demande en plus. En attendant, eh bien on va se mettre en haleine avec une lyonnaise, Diane Voituret. C'est ça, Diane Voituret, donc qui nous vient elle du pied-point à la base. Donc une carrière en boxe thaïlandaise. Très grosse carrière, hein. Diane Voituret elle était championne de France, championne d'Europe.
C'est ça. Championne du monde également. Un gros parcours en pied-point. Et aujourd'hui, elle est complètement dédiée au MMA. Non, elle continue à faire les deux. Non, elle a carrément, ça y est, oui. Alors je la connais bien parce que des fois on partage les entraînements ensemble. Donc au Team Climax avec Yacine Bandoui, l'entraîneur qui l'accompagne. Et du coup maintenant elle est carrément dédiée au MMA. Et c'est une discipline qui lui va très bien. C'est une travailleuse, une vraie travailleuse. Et elle a vraiment à cœur de confirmer ce soir. Face à une adversaire qui elle aussi a très envie de gagner vu que elle reste sur une défaite. Qu'elle a envie de prouver que... En tout cas, Diane Voituré qui a boxé 2 Françaises, c'est une petite catégorie, des 52 kilos, avec pas beaucoup de combattantes de MMA, mais elles sont de très bon niveau. Et les 2 filles fortes de la catégorie, elle les a battues. Diane Voituré, c'était Jennifer Trioro, la Marseillaise, qui était prévue aussi au programme d'ailleurs au FFA Challenge ce soir, mais qui a déclaré forfait pour un problème de dos. Et donc elle a battu Jennifer Trioro lors du FFA Challenge numéro 1. Le 2 d'ailleurs, oui, c'est le 2, parce que c'est celui auquel j'ai combattu. C'est ça, voilà. Exactement. Et ensuite, elle a battu à Marseille Mona Ftoui, qui est une combattante redoutable, qui s'entraîne à Marseille avec David Dukanovic, la team Duka. Et elle a créé la surprise, c'était à l'occasion de l'Alpha Fight organisé par David Dukanovic à Cannes. Et après un très très beau combat, c'était vraiment très très serré, c'est Diane Voituré qui a été déclarée vainqueur face à Mona Ftoui. Donc combattre des Françaises, ça lui convient bien pour l'instant à Diane Voituré. C'est ça, ça lui va bien. Comme ça, voilà, elle va un peu imposer son style, sa griffe sur le territoire national. Pour peut-être après, je lui souhaite, s'ouvrir à l'international. Pour l'instant, elle n'a pas été contactée par des grosses organisations comme Mona Ftoui qu'elle a battu et qui a déjà boxé à l'UA Warriors 2 fois et avec succès. Mona Ftoui qui est bien revenue derrière puisqu'elle a remporté son combat à l'Octo Fight organisé par Eric Romea, c'était aussi sur Fight Nation. Ah oui, en début mai. C'est ça. Une soirée pour laquelle j'avais été contacté d'ailleurs. Son adversaire qui a les faveurs du public, on dirait. Elle s'appelle Alice Michalkiewicz. Elle a 27 ans. Elle s'entraîne à Menton aux côtés de Jackie Rudavé, qui me dit le plus grand bien de sa jeune boxeuse, qui est une femme qui est rentrée il y a 3 ans dans la salle. En disant, je veux faire de la préparation physique juste pour aller mieux dans ma vie, pour me sentir mieux. Et tout de suite elle a accroché au MMA. Et c'est une redoutable guerrière qui se cache derrière un visage d'enfant. C'est vrai. De petite femme toute gentille, toute fragile. Non, elle n'est ni gentille ni fragile, c'est ce que vous expliqué hier en interview. Et elle veut montrer qu'elle est dure. C'est une lionne. Voilà, c'est vrai que voilà, c'est ce que j'ai entendu dire donc à l'interview. Alors après c'est un profil que je ne connais pas du tout, mais j'ai vu que niveau morphotype, elles étaient assez équivalentes avec Diane. Donc il n'y en a pas une qui aura plus le dessus physiquement. Donc je pense peut-être la technique va faire la différence, peut-être l'expérience. Mais en tout cas j'ai hâte de voir ce combat féminin qui prouve que justement en France on a des combattantes qui savent donner des combats de qualité. Et qui n'hésitent pas à s'affronter, il n'y a pas beaucoup de combattantes et plutôt de chercher à faire des carrières un peu montées comme on le voit dans d'autres sports. Eh bien, les Françaises en MMA, elles s'affrontent. Et donc Diane Voituré boxe tout ce qu'elle peut et ça lui réussit bien puisqu'elle a battu Mona Ftoui, je vous le rappelle. Et également Jennifer Trioro. Alors elle disait souvent les gens ne croient pas que je fais des sports de combat, je pratique un sport de combat. Elle nous expliquait Alice Michalkiewicz. Et là j'en ai assez qu'on me prenne pour la petite fille, voilà, elle a ce mot-là, la petite fille fragile, la petite blondinette toute gentille. Non, non, je suis une lionne en cage et j'ai hâte de le faire découvrir, j'ai hâte de vous montrer. Même si elle a un parcours sportif assez tardif. D'accord, elle a fait autre chose avant? Rien de spécial en fait, elle pratiquait vraiment du sport, un peu de fitness en loisir, mais du pur loisir. Et justement, quand elle s'est aperçue qu'à Menton, il y avait un club qui pratiquait du JJB et du sport de combat, elle s'est dit, bah tiens, je vais essayer. Elle a vraiment poussé la porte sans la moindre ambition, si ce n'est celle de se sentir mieux, de pratiquer une activité physique, voilà, pour aller mieux dans sa vie de femme, pour être mieux, voilà, tout simplement, hein, comme bien-être. Et elle a découvert le MMA, elle est tombée dedans, et elle a tout de suite accroché. C'est un peu comme ça que j'ai commencé la boxe thaïlandaise aussi. Hein. Vraiment, moi, c'était pas sans prétention. Je pensais juste faire ça pour la forme. Puis après, on glisse vite du côté de la compétition. Pensionnaire de la team Climax, âgée de 30 ans, 1m61. Elle a 3 combats à son actif, 2 victoires pour une défaite. Diane
Oh, le visage ferme et très concentré de Diane Voituret. Âgé de 27 ans, mesurant 1m62, un combat, une défaite, s'il vous plaît, Alice Mikaelkiewicz. En effet, on voit qu'il y a du monde pour Alice. C'est fou parce que Menton, c'est pas la porte à côté, hein, c'est auprès de la frontière italienne. Et les gens ont fait le déplacement pour venir encourager Alice pour son premier grand défi dans la cage. Elle a fait un combat effectivement qu'elle a perdu il y a 2 ans. Ah, c'est à 2 ans déjà. Oui. Ouais. Contrairement à Diane qui, elle, a une activité en ce moment. Elle est sur tous les fronts, ouais. Diane Voituret. Ouais. Alors le style très agressif hein, de Alice Mikaelkiewicz. Voilà, donc là on a l'opposition droitière-gauchère. Donc Diane qui est une vraie gauchère. Et qui a l'expérience évidemment du combat bien supérieure à Alice Mikaelkiewicz, parce qu'elle a un gros palmarès, une grosse carrière en pied-point, Diane Voituret. C'est ça, et je pense qu'on va vite le voir. Quand elle va commencer à envoyer son striking. Alice Mikaelkiewicz, elle est très athlétique, elle est vraiment dessinée, elle est vraiment bien préparée physiquement en tout cas. Ça y est, premier échange en jambes. Elle n'est pas impressionnée, hein, Alice Mikaelkiewicz, d'aller dans le registre de Diane Voituret, savoir le combat debout en pied-point. C'est ça, et ouais, ça, là, elle touché d'entrée. Direct. Donc Diane qui vient la chercher au sol directement. Donc voilà, essaie de la contrôler au sol déjà. La première action forte était pour Diane Voituret qui était dans le jugement, dans le jaugement. Elle attendait le bon moment, la bonne opportunité. Et est arrivée après 1 minute de combat seulement. Voilà, donc très bien, elle va essayer de prendre le dos. Hop. Très bien. Donc là, Alice qui devrait tenter de se relever. Elle hésite. Voilà, elle laisse se relever, Diane Voituret, et on va s'expliquer voilà. Debout. C'est dans ce registre qu'elle est évidemment la plus forte et la plus à l'aise, Diane Voituret. Fort de sa carrière en pied-point, sa longue et belle carrière. Très bien, peut-être placer les genoux. Donc essayer de passer les bras. Voilà, il y a de la place pour les genoux par contre. Ouais, ou pour le fauchage intérieur façon Kouchigari ou Kouchigari en judo. Aussi, ouais. Parce que les jambes sont très écartées, les jambes de Diane Voituret. Il y a un petit crochet à l'intérieur. Diane qui change la donne et qui va essayer voilà, de chercher l'emmener au sol. Alice qui se relève très bien. Un joli travail de tête de Diane là, qui va essayer de gêner avec la tête. Et là on est dans le cage control. Alors totalement. Ça peut paraître pas très actif. Voilà, hein, pour le premier amené au sol. Elle a bien attrapé la cheville d'Alice Mikaelkiewicz pour l'amener au sol. Et maintenant elle est en bonne position pour passer en montée. C'est ça, donc là elle est en demi-garde. Il ne faut surtout pas que Alice Mikaelkiewicz lâche la jambe. Qu'elle contrôle la jambe gauche de Voituret parce que sinon Diane va passer en montée et derrière elle pourra envoyer du grand and pound. Ah, là c'est ouvert. Voilà. Elle se défend bien, Alice Mikaelkiewicz, ouais, parce qu'elle est en position favorable et derrière elle a, pour l'instant, elle a réussi à sauver les meubles, à s'accrocher. Et on demande dans le coin de Diane Voituret de travailler, d'être active. C'est ça, de mettre des coups. Voilà, au moins mettre des petits coups qui font pas forcément mal, mais qui marquent des points aux yeux des juges. Et... Alors après, pour tous ceux qui étaient réticents aux frappes au sol, il y a beaucoup moins d'amplitude au sol, donc les coups font moins mal que des coups en pleine amplitude donnés avec tout le poids du corps quand ils sont debout. Et là, elle est en contrôle hein, pour l'instant. Diane Voituret, elle n'envoie pas beaucoup de coups, non. Mais là, sa domination sur cette première reprise, elle est évidente. Il lui reste 50 secondes à gérer maintenant. Ça fatigue aussi hein, ces phases de sol comme ça. Ah, surtout quand on est en dessous. C'est vrai que c'est très fatigant.
Voilà, c'est ce qu'elle devrait faire, essayer de sortir sa tête pour essayer de travailler le grand and pound et marquer des points. Voilà, donc on entend le coach d'Alice qui demande de sortir. C'est vrai qu'il ne faut pas rester dans cette position. Et Diane qui commence à tenter de placer les coudes. Et qui, je pense, va prendre cette première reprise. Ouais, c'est dans le contrôle simplement, il n'y a pas eu de frappe, il n'y a plus de grand and pound, c'est voilà, elle contrôle la situation. Ce qui lui suffit pour certainement remporter ce premier round. C'est ça. Alors est-ce que ça aura laissé des traces physiquement? Parce que même si c'est un travail, donc on ne se rend pas compte de l'impact physique qu'il faut et de l'énergie que ça demande. Voilà, c'est sur une espèce de tentative de high kick, elle se fait contrer. Ouais, je pense qu'elle a dû Alice glisser dans l'élan. Et derrière, Diane Voituré très opportuniste hein, qui se jette sur elle pour mieux la contrôler. L'amener au sol avec ce travail de lutte libre en attrapant la cheville. Et derrière, 2 minutes de contrôle au sol. Avec peu de coups. Yann Lamotte, l'un des organisateurs de la soirée, dans le coin aussi de Diane Voituré. Alors que dans le coin d'Alice Michalkiewicz, il y a bien sûr Jackie Rudavet, son entraîneur, mais aussi les frères Chiavo, puisqu'elle est licenciée en MMA à la Bushido Academy, même si elle habite à Menton et elle s'entraîne à Menton. J'ai cru comprendre qu'il y avait une Bushido Academy du côté de Menton aussi. C'est ça. Deuxième reprise. Deuxième reprise. Et on est reparti pour 5 minutes entre Diane Voituré et Alice Michalkiewicz. Ça travaille à distance. Très bien cette jambe arrière de Diane qui vient frapper au corps. Elle est agressive, hein, Alice, on vous l'avait dit. Ouais, elle rentre en anglaise. Mais Diane a du répondant. Ah bah oui, parce que avec le mouet. Elle n'a vraiment pas peur, hein, Alice Michalkiewicz. Non, parce que face à une combattante de Muay Thai, elle y va dans son registre. Belle défense de Diane là contre la cage. Mais Alice va chercher encore le... Oui, mais dans son camp, on lui dit crochette la jambe, c'est ce qu'elle va faire, crochage intérieur au Chigari. C'est vrai. Mais... Avec le pied gauche, là, il y a... Ah non, mais là, c'est faire exactement comme lors du premier round. Elle était bien ancrée au sol, la Diane. Difficile pour Alice de... Et là, c'est Diane qui crochette. Ah, Alice qui va tenter de crocheter. Elle peut se faire contrer là parce qu'elle a l'air plus costaud au niveau de la prise de garde, au niveau elle contrôle le bras droit. Le bras droit est contrôlé, ouais. Du coup ça va être difficile pour Alice. Et Diane a l'air plus dense physiquement, plus robuste. Ouais. Ouais, et puis là elle a placé l'underhook donc ça va être compliqué elle pour Alice. À gauche, et en plus, voilà, elle était sûre oui, qu'elle voilà. quelque chose là. Elle avait des mains qui étaient placées depuis tout à l'heure. Exactement. Et elle attendait le bon moment, l'opportunité d'envoyer là un Ushimata comme elle l'a fait. Et ça me fait rebondir sur le fait qu'elle a aussi un passif en judo. Ah bah voilà, donc ça voilà. se comprend. Voilà. Elle est forte parce que là elle a attaqué à gauche. Elle a été placée à droite, elle s'est replacée à gauche pour envoyer ce Ushimata et avoir de nouveau le contrôle du combat dans ces 3 dernières minutes de cette deuxième reprise. Voilà, ça y est, elle commence à placer. Alors très bien, c'est la première fois qu'on voit de la soirée. Elle a placé des coups de coude au corps. C'est vrai que ça, les combattants, ils ne pensent pas toujours. Mais c'est très douloureux. Bon travail défensif d'Alice Michalkiewicz qui a envoyé un coup de talon qui est arrivé. Elle l'encourage dans son coin à la laisser se relever. Et on va s'expliquer de nouveau debout. Un domaine qu'elle maîtrise, hein, Diane Voituré. Ah ouais, très la bien. gauche. La diva, elle est volontaire. Attention, mais Alice y va, Alice y va. Ouais, très bien la tentative de placer le coude. Ouais, Diane aurait dû rester un peu plus mobile.
qu'Alice en fait travaille en striking pour venir chercher le corps à corps. En tout cas, les échanges et les séquences fortes debout, c'est Alice qui les déclenche. Ouais. Très bien. Elle lui refait la même. Voilà, jolie, voilà, très bon travail ça. Super, encore une fois. À chaque fois, le travail de très cheville. bien, très bon travail. Elle va chercher la cheville pour déséquilibrer. Elle envoie des coups. Alors là, ça va être difficile pour Alice parce que Diane s'est bien installée. Si elle arrive à bloquer une main, elle va pouvoir striker au visage. Il y a même de la place pour le coude là. Il faudrait qu'Alice explose et arrive à se relever sans donner le dos. C'est ce qu'elle fait. Elle va faire Joli travail d'Alice, très bien. Elle va faire Ouchigari intérieur là. Et derrière, elle se replace très bien. Il reste 1 minute 15. Et c'est la première fois qu'Alice se retrouve dessus, au sol, si je ne me trompe pas. C'est ça, elle est dynamique, hein, la petite Alice là. Ouais. Va-t-elle réussir à capitaliser cette position? Ah, peut-être Diane a peut-être essayé d'aller chercher quelque chose. Depuis le début de la soirée, on n'a pas vu un beau ground and pound. Hein. Non, c'est vrai. C'est où ça défend bien, où les Français sont pas encore, ce qu'on a vu ce soir en tout cas. Ils sont pas suffisamment armés pour envoyer des grosses séquences de ground and pound. On a peu vu. Avec 22 secondes avant la fin de cette deuxième reprise. Ouais, elle envoie des coups. Ah là, il y en a 2 ou 3 qui sont arrivés là. Ouais. Attention, est-ce que ça n'a pas laissé des traces, est-ce que ça n'a pas marqué? Ouais, elle y va. Ouais. Ouais, pourtant Alice a la place pour mettre des coups là, même si c'est au corps, voilà. Très bien ce travail. Ouais, travaille bien de coude, un beau travail de coude, travail défensif de coude avec Diane Voituret. C'est ça. Diane Voituret dont la pommette droite, enfin gauche, elle a l'air vraiment enflée. C'est ce que j'ai vu, mais dès la fin du premier, il me semble que alors je sais pas si c'est en situation de lutte ou si c'est un choc de tête, mais j'ai vu que c'était gonflé tout à l'heure aussi. Après, c'est ce qui arrive souvent quand vous avez une opposition gauche et droitier. Les chocs de tête sont fréquents. Alors encore plus en MMA. Ah, le Ushimata qu'elle a envoyé. On le voit sous 2 axes différents. Derrière le contrôle, elle envoie les coudes. Voilà, les coudes au corps, donc comme j'en parlais tout à l'heure. Sacrée guerrière, hein, Alice Michalkiewicz, on nous l'avait dit. C'est vrai. Et là, on est surpris parce qu'elle ne se laisse pas impressionner. Là, la série de coups de coude envoyés par Diane Voituret. Ouais, d'ailleurs, je vais essayer de voir si ça n'a pas fait de dégâts. Non, ça n'a pas fait de dégâts du tout. Pourtant, il y en a 2 qui sont arrivés, c'était sur le haut du crâne. Semblé, ouais. Et l'inverse, c'est Diane Voituret qui est bien amochée au niveau de l'œil gauche. Hein. Troisième et dernière reprise. C'est la pommette et l'œil de Diane Voituret qui sont endommagés. En tout cas, on a un beau combat féminin. Ah, c'est un combat très attractif. Il y a beaucoup d'action. Là, je dirais un léger avantage en faveur de Diane. Mais Alice, elle est encore là. Hein. Oh, heureusement qu'elle l'a bloqué. Hein. Heureusement qu'elle l'a bloqué. Ça, c'était un kick bien placé. Oh, elle l'attendait. C'est quand même fou, hein. Alice Michalkiewicz qui a aucun background en pied-point. Non, vraiment, elle se sport de combat. très bien. Ouais, elle y va quand même. Elle y va, ouais. Ça y est, on commence à rentrer un peu plus dans le striking. Ce qui serait carrément à l'avantage de Diane. Voilà. Oh, c'est bloqué, heureusement. Très dangereuse avec ses jambes, Diane Voituret. C'est ça, surtout sa jambe arrière. Bah, c'est un peu l'avantage des gauchers. Comme ils sont plus rares. Eux ont plus l'habitude de travailler sur des droitiers, mais les droitiers, on a un petit peu moins l'habitude de travailler sur des gauchers. Ah, dommage. Là, on est clairement monté d'un cran dans l'intensité, dans le côté, on a durci le combat. C'est ça, je pense que là, elles ne doivent pas vraiment savoir qui est devant. Donc je pense qu'elles vont chercher à faire la différence maintenant.
c'est à chaque fois c'est Diane Voituré qui termine les échanges comme ici. C'est ça, ouais, Elle n'a pas impacté là sur son crochet droit. Elle est en difficulté peut-être Alice Michalkiewicz qui a besoin de s'accrocher. Mais elle a subi une série de coups en boxe anglaise, de points. Et elle prend encore s'accroche, des lourdes frappes au visage. Il faut qu'elle trouve une solution là. Faut pas qu'elle reste comme ça. Exactement. Parce que là au niveau de tirer les jambes ça va être difficile, il n'y a plus l'énergie pour. Donc là Diane devrait placer sa main gauche ou continuer le travail en coude comme elle vient de le faire. Elle arrive à la soulever quand même Alice. Elle a de l'énergie. Hein. Belle emmenée au sol d'Alice là qui vient asseoir Diane contre la cage. Elle cherche constamment à trouver une solution, hein, Alice Michalkiewicz. Donc là, je pense que Diane va réussir à se relever si elle pose son pied droit au sol. Voilà, c'est ce qu'elle vient de faire. Et très bien, et c'est elle qui tourne, c'est très bien. Elle tourne la situation à son avantage. Alors, il reste 2 minutes 15. Elle a porté quelques séquences, enfin les séquences les plus fortes, Diane Voituré. Voilà. Est-ce qu'elle va gérer maintenant son avance en étant dans le contrôle? Donc comme on entend son coach, donc Yacine Bordouille qui lui dit qu'elle peut garder cette position. Ouais, tu restes là, t'as gagné, c'est ce qu'il lui dit. Elle en avance. Et il n'a pas tort. C'est vrai. Mais est-ce qu'elle va rajouter un peu de panache à sa victoire? C'est son intention à Diane Voituré. Je pense pas qu'elle va juste chercher le contrôle, Diane. Je pense qu'elle va aller chercher à marquer des points. Peut-être marquer les esprits. En tout cas, c'est bien parti. Ah bah, changement de tactique chez son entraîneur, on dit hein, tu peux frapper, frappe, il reste peu de temps. C'est vrai qu'elle peut mettre des coups vu qu'il n'y a pas vraiment de prise de risque. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alice oh là là, qui tourne. C'est magnifique, c'est beau ce qu'elle a fait. C'est vraiment un très beau travail d'Alice qui va chercher la clé de bras. Mais Diane s'en sort mais vraiment félicitations à Alice qui vraiment fait preuve de combativité. Vraiment jusqu'à la dernière minute elle y va et elle va encore la ramener au sol. Elle cherche constamment des solutions dans tous les domaines. Alice Michalkiewicz, elle a vraiment un style de combat très offensif, très agressif et vraiment palpitant parce qu'elle est toujours en recherche d'efficacité. C'est ça. Elles sont revenues debout pour ces 45 dernières secondes. Là, c'est vraiment un très très beau combat féminin. Le niveau du MMA féminin il est monté mais de manière impressionnante lors de ces 2-3 dernières années. Et niveau français très bon surtout dans cette catégorie. C'est vrai. Puis comme il n'y a pas beaucoup de catégories, je crois vraiment qu'elle cherche va aller chercher la première place. Au moins sur le territoire national. Elle veut vraiment s'imposer. Et ça passe par des prestations comme ça. Il n'est pas passé loin là, sur la séquence précédente de Judy Gatame. Et encore le crochetage de la cheville pour Diane. Qui devrait, voilà, c'est ce que j'allais dire, chercher le grand end pound ici. Il reste 10 secondes maintenant, c'est le grand end pound de Diane Voituré. Il est vigilant, Loïc Pora, l'arbitre. Elle a vraiment une belle position là, donc là ça va être dur pour Alice. Et je crois que le round va se terminer comme ça. La petite qui lui permet de ne pas être battue avant la limite, mais elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Alice Michalkiewicz. Mais Diane Voituré a vraiment paru un peu plus puissante. C'était vraiment un très beau combat. Franchement, une très belle opposition. Même pas de style, puisque les deux sont très complètes. C'est vrai. Voilà, et en tout cas, regardez elles s'embrassent même. Non, c'est beau. L'affection, c'est très très beau. Elles se sont fait une guerre totale pendant 3 rounds. Et derrière, on se respecte, on se considère, on tombe dans les bras. Mais quelle combattante! C'est vrai. Non, vraiment, je félicite les combattantes féminines parce qu'elles ont une hargne vraiment. Et on sent qu'il n'y a vraiment pas de cadeau. Vraiment, les échanges de coups, c'est là-dessus qu'elle a fait la différence, Diane Voituré. Si on lui donne l'avantage, c'est sur ces séquences fortes en anglaise. Mais derrière, il y a eu des retournements. Il y a eu des beaux retournements d'Alice. C'est vrai que. Notamment là-dessus, elle a fait ses magistral. C'est très beau. Si elle réussit qu'elle prend le bras. Alors là, si elle passe sa jambe, voilà, un peu trop tard. Sinon, elle peut placer du Jigatame. C'était pas loin là. La jambe gauche était au-dessus du dos de Diane. Si elle était en dessous, elle pouvait prendre, la clé de bras. C'était une masterclass. C'était magnifique. Ah, c'était beau. J'avoue, ça a été beau parce qu'elle était vraiment pas en situation de supérieure. Donc vraiment très très beau. Mais ouais, moi je vois quand même Diane légèrement au-dessus. Mais vraiment.
bien ce qu'on avait ressenti au bord du ring, la légère domination de Diane Voituret avec un combat très accroché, très équilibré, mais les séquences les plus fortes ont été pour Diane Voituret. Vraiment, ça a été normal. pour Diane, mais vraiment, je félicite la prestation d'Alice là, qui pour un deuxième combat, vraiment très très joli travail. Encore une fois, un super beau combat féminin, comme on s'y attendait. Une belle opposition. Félicitations à Diane et Alice qui nous ont livré une belle guerre. Pour faire un beau combat, il faut être deux très belles combattantes, vraiment deux lionnes. Vraiment, bravo à toutes les deux. C'était vraiment un super combat de très haut niveau technique et d'engagement aussi. Donc Diane, ça a tourné à votre faveur. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Je crois que ce qui a fait la différence, bon, c'est mon pied-point. Et c'est surtout que je l'attendais vraiment au sol. Je savais qu'elle allait être dure. Et en contrôle-cage, je l'avais beaucoup travaillé. Et je crois que j'ai eu une bonne défense. Et pour une fois, j'ai sécurisé. J'ai pris mon temps et je pense que c'est ce qui a fait la différence aussi. La troisième française que vous battez, Diane Voituret. C'est une catégorie, il n'y a pas beaucoup de filles, mais c'est dense, les 52 kilos en France. Et vous les éliminez toutes les unes après les autres. Éliminer, c'est pas le mot exact. Non, c'est pas le mot exact, parce qu'en plus, je suis quelqu'un de très fair-play. Et je sais qu'elle a fait un travail de malade. Il faut reconnaître le travail de chaque adversaire. Et ouais, en 52, c'est dur. Elles sont toutes quand même, elles sont toutes balèzes. Et non, c'est super bien. Alice, votre ressenti sur ce premier combat, vraiment, ça a été, enfin, votre deuxième combat professionnel, c'est un combat d'engagement total. Et même lorsqu'on avait l'impression que Diane avait le dessus, vous avez réussi parfois ou régulièrement à retourner la situation. Ça s'est joué à pas beaucoup. Ouais, c'est mon côté guerrière qui ressort sur ces 2 ans que j'ai pas combattu. La dernière fois, c'était en Espagne, il y a 2 ans, à l'AFL. J'avais perdu à la décision. Mais non, Diane était une adversaire solide. Je l'attendais. C'est vrai qu'au catch clinch, elle m'a vraiment surprise. Elle a une bonne défense et elle est solide. Vraiment. Bravo à elle. Et je suis déçue, forcément. Je perds. J'étais avec mon coach, Jackie Rudavé, la team Bushido. Merci à eux. Merci à tous les sparring partners. Merci à tous mes sponsors. Et on y retourne. On y retourne bientôt. C'est toutes les deux, puis c'est tout à votre honneur de vous affronter. Je vais faire rapide, mais un grand merci à Mathieu Nicourt, parce que c'est quand même la 3e fois qu'il m'invite. Donc je le remercie vraiment pour toute sa gentillesse, son accueil. Merci à Yann de me supporter dans le coin. Et évidemment, un immense merci à mon entraîneur Yacine Bordoui, à mon préparateur Chris, à mon entraîneur de lutte Guillaume, et à tous mes sponsors, Linkage par exemple, et toutes les entreprises qui m'accompagnent, parce que sans vous, ce ne serait pas possible. C'est super dur, ça demande beaucoup d'investissement. Alors merci beaucoup. Merci à toutes les deux, le MMA féminin, c'est génial, c'est top. Bravo à toutes les deux. Dernier combat de cette soirée, c'est le main event chez les moins de 120 kilos. Le premier monté dans la cage, Monsieur Anthony Sarret. Alors, chaque combat a son histoire. L'histoire d'Anthony Sarret est vraiment particulière. C'est un garçon qui a perdu 42 kilos. Il faisait 160 kilos il y a 1 an. Et la faveur d'un régime draconien, drastique, peut-être trop, il a eu des problèmes cardiaques, des problèmes d'arythmie cardiaque. Et donc on a dû lui faire ce qu'on appelle une fibrillation, une intervention. Et il est resté mort pendant 3 minutes. C'est ce que j'ai entendu. Mort clinique pendant 3 minutes. Voilà. Vraiment... Et malgré ça, les gens le découpent le sport, oublient. Et ben, il s'est accroché. Il a passé d'autres examens, c'était favorable. Et après avoir perdu 42 kilos, après être repassé par 10 000 épreuves, le voici qui monte dans la cage. C'est un garçon qui a fait un combat de MMA il y a 5 ans. Après, il a arrêté. Il s'est consacré au pancras, au JJB, au grappling. D'ailleurs, il a des très bons résultats en grappling, en poids lourd. Il a été champion de France. Il a plusieurs médailles mondiales.
Et là, il retourne dans la cage, habité par son envie de revanche, de révolte. Après les épreuves qu'il a dû surmonter et le parcours de vie qui est très particulier, c'est un garçon qui a eu un père violent, voilà, et vraiment un parcours de vie très difficile, il l'a vécu dans la rue, voilà, c'est très dur et voilà, il s'est accroché au sport de combat, ça lui a permis de s'élever socialement, aujourd'hui de devenir un meilleur homme, l'homme qu'il est aujourd'hui à 30 ans, avec l'envie de performer et de réussir dans la cage pour prendre une revanche sur la vie. C'est ça, bah, c'est exactement ce qu'il disait dans l'interview. Donc j'ai entendu dire qu'il disait que vraiment pour lui, juste de combattre, c'était déjà une victoire. Et c'est vrai que bah, un combat de MMA, c'est rien à côté d'un combat pour la vie, pour la survie, j'ai envie de dire. Donc j'ai hâte de le voir combattre et voir ce qu'il va pouvoir faire face aux sociétaires, si je ne me trompe pas, du FDCL. C'est ça. Alors Anthony Sarret, c'est compliqué pour lui parce qu'il a un petit gabarit, il fait 1m75, il fait 120 kg, il en a fait 160. Mais toujours condamné à être le plus petit de cette catégorie des 120 kg. Et là, il a 15 cm d'écart face à son adversaire qui est beaucoup plus athlétique. C'est ça. Maxime Fondop, que l'on va voir, c'est vraiment un pur athlète. Exactement. 112 kg de muscles. C'est vrai. Alors Maxime Fondop, je le connais parce que du coup, il était sur la même carte que moi au IFFA Challenge 2. Et c'est un bel athlète, hein. Bel athlète qui est sur 2 victoires par KO en plus. C'est ça. 2 combats, 2 victoires par KO, un rude striker et un garçon qui a aussi sa propre histoire. On va en parler après la présentation. Maxime Fondop, qui lui a été footballeur professionnel. Gardien de but. Il a joué pour pas mal de clubs professionnels, il a pas mal tourné. Alors j'ai fait la liste, hein, pas exhaustive. Il a joué au Stade de Reims, au Standard de Liège en Belgique, à Beauvais, à Avranches, à Guignon. Il a joué aussi en Angleterre et en Finlande en professionnel. Donc il a fait 7 ou 8 clubs pro. Gardien souvent numéro 2. Il lui manquait le petit truc pour être vraiment un top gardien. Mais il a fait le centre de formation. Et il fait 1m92. Alors ça, vraiment, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Alors après, la question qui me viendrait à lui poser, c'est de savoir pourquoi il a pris ce virage. Vous allez voir le bestiau là. Ah oui. C'est là. C'est vrai que c'est... Il n'a pas dû prendre beaucoup de buts. Alors à l'époque où il était gardien de but, il avait 20 kg de moins. Il pesait 92 kg. Mathilde dit là il en fait 112. Ah, je me disais aussi. Mais il a pris en muscle. Ah mais j'irais lui poser la question. Qu'est-ce qui lui a pris de partir du foot où je pense c'est peut-être plus confortable, surtout en pro, venir prendre des coups dans la cage. Non mais il a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel parce qu'en fait il a jamais percé comme il l'imaginait. Voilà. Il a 29 ans, il a décidé d'arrêter et de se lancer dans le sport de combat sans autre intention que de pratiquer un sport, puis s'est piqué au jeu. Et puis quand on a un garçon de ce gabarit, originaire du Cameroun, Maxime Fondop, mais français. Franco-camerounais, comme beaucoup de combattants sur le territoire français. Bah, Francis Ngannou, bah vous aussi Tom. On pense aussi à Kevin Ilesadjo, champion d'Europe de boxe. On pense aussi à Christian Mbili. Ah, il y en a plein, Hassan Ndam, Cédric Doumbé. Cédric Doumbé. Là, les haltérophiles aussi. Aussi, oui, beaucoup. On pense à Venceslas Dabaya. Freddy Kemayo. On va se calmer les Camerounais là. On va se calmer un peu là. Dans les hommes forts en Cameroun, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Quand c'est pas pour le foot, bah, je pense qu'on est même plus fait pour ça, les sports de combat. Sport de combat. Alors au niveau des apparences, évidemment large avantage à Maxime Fondop parce qu'il a un corps, il est massif, il est grand, il est costaud, il est bien dessiné, beaucoup plus que Anthony Sarret, mais la détermination, elle est du côté d'Anthony Sarret, clairement, qui croit en sa bonne étoile. Je vous ai dit, chaque combat ce soir a sa propre histoire. On se congratule auparavant, regardez comme il est massif au niveau des membres inférieurs, et puis c'est un gros striker, hein. Voilà. Oh, il avait fait une belle prestation déjà le soir où on était sur la même carte. Merci à nos partenaires, e-boxshop.com, la ville d'Orange, le nom de la révision, le Z Center et la Free Fight Academy. Le main event
Event, catégorie moins de 120 kg. Dans le coin bleu, il nous vient du Verdun Training Center à Bordeaux. Il est âgé de 30 ans, mesure 1m82. C'est son deuxième combat professionnel ce soir. Son premier combat, il l'a remporté par soumission. S'il vous plaît, monsieur Anthony Sorey. J'en profite pour féliciter la prestation de Sébastien aussi. Ah bah oui, oui. On n'en parle jamais, mais ça fait vraiment beaucoup un bon speaker. Mesure 1m97. Il a deux combats remportés tous les deux par KO. Monsieur Maxime the Lion Maxime Fondop, peut-être le nouveau Francis Ngannou, qui a Tout ce commencé qu'on comme lui lui souhaite. sur le tard, d'origine camerounaise comme lui, le même genre de gabarit. C'est vrai. Opposition de gabarit évidemment, vous allez voir, opposition de style, autant Maxime Fondop est un pur striker, autant Anthony Sarey, lui, a des références vraiment très importantes et très intéressantes en grappling et en JJB. On va voir ça sur ce premier round. Parce que c'est souvent sur le premier round que s'exprime surtout le striking. Attention, ça peut aller vite hein, chez les C'est poids vrai. lourds, le moindre coup peut être décisif. C'est vrai qu'en mitaine, ça pardonne pas. Puis là, c'est pas des petits poids lourds qui font 105, 102, 106 kg. Là, ça monte fort, ça monte haut. Il était pesé à 120 kg, Anthony Sarey, tout juste. Il y a une limite de poids, de moins de 120 kg. Et Donc, ça faut y est, pas- Maxime faut qui a pas- déjà faut pas- connecté, oh là 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 déjà, là. et qui va chercher le ground and pound. Le combat a commencé Et depuis moins c'est de 20 déjà secondes. terminé pour Maxime qui remporte ce combat. Victoire expéditive de Maxime Fondop qui Moins cueille de à 40 froid secondes. Anthony Sarey, moins de 40 secondes. C'est la troisième victoire et la troisième victoire avant la limite pour Maxime Fondop. Peut-être le nouveau phénomène français chez les poids lourds. Très belle victoire expéditive de Maxime qui a vraiment pas laissé son adversaire s'exprimer ni prendre ses marques, je dirais. On va revoir ralenti la séquence là. C'est sur un coup, un one shot. La droite, Là, la gauche, elle a la gauche, connecté. là. Ah, c'est une gauche en plus. Ouais, ouais. Enfin, je pense que l'enchaînement droite-gauche a complètement déconnecté Anthony Sarey. Puis derrière, le grand Ouais, pan, non, il le finit. vraiment un Voilà. ground and pound impressionnant. Vraiment, on sent que les frappes étaient puissantes. Alors, on est content pour Maxime Fondop. On est vraiment déçu, triste pour Anthony Sarey. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est dur. C'est dur de perdre aussitôt dans le combat parce que des fois, on n'a même pas eu le temps de s'exprimer, de prendre ses marques dans la cage et. Quand on pense à tous les sacrifices qu'il a fait Anthony Sarey pour revenir jusqu'ici, mais comme il le disait, le combat est déjà gagné du C'est simple ça. fait de rentrer dans C'est la cage pour un exactement garçon ça. qui aurait pu mourir il y a moins d'1 an. Et j'ai envie de rajouter même que déjà être combattant, s'entraîner et finir dans la cage, c'est aussi une victoire. Parce que comme on le disait au début, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc vraiment félicitations aux deux. En tout cas, on a la confirmation que Maxime Fondop a quelque chose en plus dans les points. J'ai hâte de le revoir pour son prochain combat. Vainqueur par KO dans la première reprise, le rouge, Maxime. Alors, on va accueillir les impressions de Maxime Fondop. Maxime, ça a été une victoire rapide, expéditive. C'est votre troisième combat, troisième victoire par KO. Vous avez visiblement quelque chose en plus dans les points. Bonsoir à tous. D'abord, je voulais vraiment remercier mon adversaire. On sait que le MMA, c'est très difficile. C'est pas un sport facile. Pour moi, c'est un guerrier parce qu'il est monté dans la cage ce soir. Donc, je voudrais que vous l'applaudissiez. Parce que c'est un guerrier pour moi, c'est un guerrier. Ensuite, je voudrais remercier toute ma team, tous ceux qui ont fait le déplacement. Mon coach Yann, encore une fois, qui est toujours à mes côtés depuis 3 ans. La team SDC Center, tous les bénévoles, Michou, Amine, mon combattant Amine aussi qui a combattu, qui a gagné. Tout le monde. Merci à tous. Merci vraiment à tous.
Maxime, je réitère ma question. Visiblement, ça fait 3 combats que vous faites, 3 victoires avant la limite avec les points. Vous avez visiblement quelque chose en plus dans les points. Désolé, je n'ai pas répondu à la question. On s'entraîne dur, on s'entraîne très dur, il n'y a pas de secret. Je m'entraîne avec ma team, on fait des entraînements spécifiques. C'est que du travail en fait, que du travail. Ça ne s'explique pas. Pour rappeler aux gens qui ne vous connaissent pas forcément, Maxime, vous avez été footballeur professionnel, gardien de but dans plusieurs clubs pro. Vous avez arrêté il y a 2-3 ans maintenant pour vous consacrer au sport de combat. Quelle ambition vous avez dans le MMA? Oui, effectivement, j'ai été footballeur professionnel. J'ai joué dans plusieurs clubs. Ça fait 3 ans que je fais du MMA. Moi, mes ambitions, elles sont claires. C'est d'être dans les plus grandes organisations, UFC, Bellator. Je ferai tout pour y être et personne ne m'arrêtera. Alors, un striker poids lourd, d'origine camerounaise, ça fait penser à Francis Ngannou, forcément. Franchement, je ne vais pas mentir, c'est Francis Ngannou qui m'a inspiré. Bon, après, voilà, c'est un mec du Cameroun. J'aime beaucoup ce combattant. Il y a beaucoup d'autres combattants qui sont bons en France aussi. Mais c'est vrai qu'il m'a inspiré un petit peu quand même. Eh bien, merci Maxime. On vous attend pour la suite impatiemment. On va dire un mot aussi avec Anthony Sarret. Anthony, j'imagine vos déceptions. Il n'y a pas eu de combat. Quand il y a froid, ça arrive malheureusement dans les sports de combat. Je voudrais qu'on vous salue parce que les gens ne connaissent pas forcément votre parcours de vie. Vous avez perdu 42 kilos pour reprendre le MMA. Vous avez été victime d'un problème cardiaque. Vous avez été opéré pour ça. Et vous revenez très très loin. Et votre simple présence ici dans la cage est déjà une victoire pour vous. Bah ouais, j'ai perdu 42 kilos en un an pour remonter dans l'octogone. Ça faisait 6 ans que je n'étais pas venu, donc 6 ans d'inactivité. Et ça se sent ce soir. Hein. Et du coup, j'ai eu une fibrillation auriculaire l'année dernière. Mon cœur s'est emballé, ils m'ont défibrillé en fait. Et je suis mort cliniquement 3 minutes. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis du temps après à revenir, à me réentraîner. Mais j'ai toujours la rage. Et peu importe ce soir ce qui s'est passé, je vais revenir. Et jamais j'abandonnerai. Je préfère mourir qu'abandonner. Et je vais revenir encore plus fort, croyez-moi. Je félicite Maxime, du coup, qui a réussi à bien respecter sa stratégie. C'était, voilà, j'ai pris un bon knockdown, j'ai pas réussi à bien assurer derrière. Mais je vais me rentraîner, je vais revenir plus fort, m'affûter plus que jamais. Et je vous promets un bon retour par la suite. Merci beaucoup, vous tous. Merci pour votre accueil. Revenir après 6 ans, pour moi, c'était comme si vivre une seconde fois. Et je vous remercie énormément pour tout votre soutien et pour ce combat. Et merci à l'organisation. Et je vais revenir. Merci à vous. Merci à vous deux. Chaque combat a son histoire. Chaque combat révèle des personnalités. Bravo Maxime et bravo Anthony. Je laisse le mot de la fin à Sébastien. Eh bien, merci à tous, merci à toutes d'être venus pour cette 5e édition du FFA Challenge. On se retrouve très prochainement pour une 6e édition. Merci à tous et faites attention sur la route. On dit chaque combat a son histoire, ça révèle toujours le sport de combat, des personnalités particulières, des parcours de vie particuliers, vraiment des histoires toujours émouvantes et touchantes. C'est vrai. Et il y a eu, même si le combat n'a duré que 40 secondes, il y avait de l'émotion ce soir dans la cage. Ouais, on est vraiment touché par le profil de l'adversaire à Maxime qui, comme on a dit, revient de loin. Donc moi j'ai totalement confiance en son discours de fin. Je pense qu'il va revenir et je pense que sa prochaine prestation sera à suivre. Ce qui est terriblement frustrant, c'est quand on a le sentiment aussi de ne pas avoir combattu. 40 secondes, on se fait connecter, c'est terminé. Alors moi j'ai encore plus le sentiment de ne pas avoir combattu vu que je n'ai pas combattu. Mais ouais, je comprends totalement que après une grosse préparation, pas pouvoir montrer tout l'étendue de son travail, c'est très frustrant. Après comme il a dit, c'est quand même une victoire de monter dans la cage. Je pense que c'est ce qui va le faire revenir plus tard. Et j'ai confiance en lui. En tout cas, merci Tom de nous avoir accompagnés pour cette soirée. On préfère vous voir dans la cage évidemment plutôt que consultant à nos côtés. C'était bien passé, c'était cool. Alors honnêtement, pour une première expérience en tant que consultant, je suis très content. Je vous remercie à vous de l'invitation. Moi aussi j'aurais préféré m'exprimer dans la cage, surtout après autant de préparation.
Mais bon, je me dis, bon, on va continuer l'entraînement, on va se préparer pour la prochaine échéance. Et puis si jamais il n'y a pas une échéance dans la cage, je sais que je pourrais la faire autour à côté de vous. En tant que consultant, c'est un plaisir. Moi aussi, j'ai remplacé au pied levé. Hein. Je suis pas titulaire moi, dans les commentaires de MMA d'habitude. Donc en tout cas, je vous donne rendez-vous sur Fight Nation. Donc, merci aux équipes d'Olive d'avoir assuré la retransmission en direct. Merci et bravo encore une fois à Mathieu Nicourt et Yann Lamotte d'avoir réussi à monter cette belle soirée. Malgré toutes les contingences et les petits problèmes qu'il y a dans l'organisation, dans les forfaits de dernière minute. C'est des sports de combat, malheureusement c'est comme ça. C'est pas une science exacte et on sait que c'est difficile d'organiser. Donc bravo à eux d'avoir organisé ce 5e événement en 1 an seulement. C'est vraiment l'organisation française la plus prolifique à travers partout dans la France maintenant. Donc bravo Mathieu Nicourt, bravo au FFA Challenge numéro 5. Nous on vous dit à la semaine prochaine, ne manquez pas. Samedi prochain, le 4 juin, au Zénith de Nantes, une énorme soirée de boxe, peut-être la plus belle soirée de boxe en France, avec le championnat du monde IBA que vont se disputer les deux Français, David Papo et Ahmed El Moussaoui. C'est un combat que tous les Français, tous les fans de boxe attendent. Également aussi au programme, la revanche entre Loïc Tajan et Eli Konki qui avait fait couler beaucoup d'encre il y a 2 ans maintenant. Mais 2 ans plus tard, on se retrouve à Nantes pour savoir vraiment qui est le plus fort des deux. Également 8 combats professionnels, une soirée organisée par David Musset. Donc ne manquez pas, la semaine prochaine, c'est une soirée hors cadre d'abonnement. C'est une soirée qui est faite en pay-per-view pour permettre à l'organisateur qui a dépensé 500 000 € pour monter cette soirée. Il faut qu'il ait des ressources. Et donc on essaie de pay-per-view. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à prendre votre pay-per-view parce que vous contribuez à l'écosystème des sports de combat et de la boxe en particulier. Merci à tous de votre fidélité. Merci Tom, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés malgré ma voix cassée. Et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine aux Zénith de Nantes. Bye bye.